Alors maintenant, j'aimerais aller un petit peu plus dans le détail de ce qu'on peut apprendre entre, quand on pense la relation entre approche biographique, temporalité et émancipation. Pour ça, je vais aussi essayer de faire un petit peu écho à certaines de mes expériences et comment cette réflexion a émergé dans ma vie. Donc, on peut évidemment concevoir le recours aux démarches biographiques comme une praxis à visée émancipatrice. Donc, dans cette perspective-là, la démarche, le recours au récit de vie contribue à une démarche critique de remise en question des postulats à partir desquels on interprète son expérience. Lorsqu'on envisage ce type de pratique, elle révèle des enjeux finalement qui sont inhérents au contexte psychologique, social, historique dans lequel elle se déroule. Quand je suis arrivé aux États-Unis, donc de Genève, en 2003, j'étais invité à mettre en place un séminaire Histoire de vie qui était assez proche de ce qu'on faisait avec Pierre Dominici à l'Université de Genève. Donc on travaillait avec les participants à la mise en récit écrit de leur histoire, et puis après un travail autour de ce récit pour essayer de comprendre quels sont les processus de formation qu'ils ont vécus et finalement quels sont les présupposés à partir desquels ils font sens de leur expérience. Sauf qu'à l'époque, c'était avant la réforme de Bologne en Europe, donc qui est une réforme qui a touché toutes les institutions universitaires, qui a amené à une semestrialisation. À l'époque où je suis parti, le séminaire Histoire de vie qu'on faisait avec Pierre s'organisait sur une période de 8 mois. Quand je suis arrivé aux États-Unis, on m'a demandé de le faire sur une période de 4 à 5 semaines, donc un processus de compression. Et pour moi, ça a été vraiment l'expérience de ce que j'ai appelé plus tard une dissonance rythmique, c'est-à-dire le fait d'être confronté à une contrainte institutionnelle forte, institutionnelle et organisationnelle, qui naturellement amène à devoir repenser la démarche. On ne peut pas faire en 4 à 5 semaines ce qu'on fait sur une période de 8 mois. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de construction de rapports de confiance avec les membres du groupe, en termes de simplement de temps de réflexion, de temps d'échange. Et donc pour moi, ça a été un moment assez de questionnement. Et donc la raison pour laquelle j'évoque ça, c'est parce qu'on voit que lorsqu'on réfléchit à l'implémentation de ce type de démarche, ça révèle quelque chose du contexte dans lequel on est, y compris sur le plan temporel, et c'est ça que sur lequel j'aimerais mettre l'accent. C'est-à-dire que la mise en place de ce type de démarche est toujours soumise à ce que j'ai appelé des contraintes temporelles, qui sont liées naturellement à l'institution et à l'organisation. Aux États-Unis, il y a un nom, en l'occurrence pour ce phénomène, qui a émergé, je crois, dans le courant des années 70. On appelle ça Accelerated Learning, l'idée de compression des dispositifs de formation pour répondre naturellement à des impératifs économiques, de pouvoir former des personnes dans un temps court et sans entrer en compétition avec d'autres temps, tels que notamment le temps du travail. Une autre forme de contrainte temporelle qui ressort lorsque on fait l'exercice du travail biographique dans une perspective de formation, ce sont les contraintes qui sont liées au processus de transformation eux-mêmes. Donc l'idée que les apprentissages finalement qui sont attendus d'un processus, d'un travail sur l'expérience biographique s'inscrivent dans une certaine durée. Et là encore, c'est contraignant dans la mesure où c'est une durée qui va, dans la pratique, bien au-delà, en général, du temps pendant lequel on se retrouve dans une salle à échanger. Et donc là encore, le processus est révélateur de temporalité qui participe au processus de formation, de transformation, voire d'émancipation. Donc là, pour moi, la question que je me pose depuis 15 ans que j'enseigne aux États-Unis, c'est finalement quelles sont les conditions minimales sur le plan temporel à partir desquelles on peut avoir recours à ce type de démarche et produire quelque chose qui fait sens. Parce que ce à quoi je me heurte souvent, c'est les risques contre-productifs finalement, et ça m'est encore arrivé récemment, d'être sous une telle contrainte dans le travail biographique avec les participants, de devoir aller vite. Finalement, ce qui ressort du processus, c'est
peut aller à l'encontre même de la visée critique qui est à l'intention de départ. C'est-à-dire ce qu'on apprend, c'est que finalement, quand les choses vont vite, il n'y a pas forcément grand-chose qui ressort parce qu'il y a besoin d'un temps de déploiement pour que l'échange se passe de manière constructive, qu'on puisse mettre en dehors et mettre à plat et confronter les divergences d'interprétation, etc. Donc il y a toujours des risques là. Donc l'exercice du travail biographique rend compte de contraintes temporelles qui révèlent un environnement physique, psychologique, social, culturel qui influence et détermine les processus d'émancipation. Alors, je vais juste donner peut-être un élément de définition. Là, c'est une traduction d'un passage de l'ouvrage. Donc, pour moi, la notion de contrainte temporelle renvoie à l'influence que peut avoir une temporalité donnée. Alors, ça peut être une temporalité physique, l'alternance jour-nuit. Ça peut être une temporalité biologique, les rythmes de notre corps, les rythmes du sommeil. Là, on est en train... Je vous ai après le repas, alors forcément, je suis en compétition, enfin, mon propos est en compétition avec les rythmes de digestion. Ok. Nos états psychologiques, donc la faculté d'attention, la capacité à traiter l'information. Donc tout ça renvoie à différentes formes de rythmicité et de temporalité qui représentent autant de contraintes temporelles dans la mesure où elles conduisent à confiner, limiter, restreindre ou mettre sous tension les opérations impliquées par un phénomène tel que l'apprentissage, la transformation ou le développement individuel ou collectif, ainsi que les représentations qu'on s'en fait. Donc, les rythmes physiques tels que l'alternance entre le jour et la nuit, le rythme des saisons déterminent le cadre dans lequel se déroule notre activité et l'expérience qu'on en a. De même, on sait tous que les rythmes biologiques tels que ceux du sommeil ou de la digestion influencent ce qu'on peut ou ne peut pas faire dans une salle de cours à un certain moment de la journée. De même, lorsque des contenus sont transmis, ils impliquent également des contraintes temporelles liées à leur envergure. Les textes à lire impliquent une certaine temporalité. Les moyens de communication utilisés impliquent aussi une certaine synchronie ou asynchronie dans les échanges qui déterminent la temporalité de ce qui se communique. Et puis de même, on est tous confrontés, contraints par les rythmes sociaux qui régulent nos interactions et se manifestent à travers les routines, les programmes, les calendriers auxquels nous nous soumettons jour après jour dans nos activités diverses. J'aimerais ici souligner le fait que pour moi, une contrainte temporelle peut autant s'exercer de manière fonctionnelle sur le déroulement d'une activité. Je suis aujourd'hui contraint par le temps, puisque j'ai 1 heure pour vous exposer un certain nombre d'éléments. Mais les contraintes temporelles s'exercent aussi de manière symbolique dans la manière dont on se représente ce que c'est que le temps. Et en ce sens, l'adoption d'un horaire de travail contraint d'une part l'activité, mais aussi l'imaginaire d'un temps, en l'occurrence un temps abstrait, mesurable et quantifiable, envisagé comme une ressource monnayable qui conditionne et limite la manière dont on comprend ce que c'est que le temps. Et ce que j'aimerais aussi faire avec vous aujourd'hui, c'est vous inviter à penser la question des temporalités au-delà de cette conception dominante du temps chronologique et tel qu'on se le représente à travers les horloges. Donc, pour revenir à mon propos, sur ce premier axe de réflexion, les pratiques biographiques comme révélatrices des temporalités, du contexte dans lequel on pense les processus d'émancipation. Là, je donne naturellement des exemples qui sont plutôt dans le cadre de l'enseignement supérieur, puisque c'est lié à ma pratique, mais on peut les envisager naturellement dans n'importe quel contexte. Donc, en termes de recherche, ça pose des questions. Comment est-ce qu'on rend compte finalement de ces contraintes temporelles et de leur influence sur les processus d'émancipation? Comme exemple de contraintes temporelles, j'en évoquerai 2. La première, c'est une que je développe dans l'ouvrage, qui est les doubles contraintes temporelles, en fait, en référence. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions. En anglais, on appelle ça les double bind. C'est une notion qui a été formulée par Gregory Bateson dans les années, fin des années 50.
à partir d'études dans le champ de la psychiatrie. Les double binds, les doubles contraintes, c'est lorsqu'on est enfermé dans des relations qui nous soumettent à des messages contradictoires. On dit quelque chose et on fait le contraire. Dans l'éducation, naturellement, on est tous soumis en permanence à des contraintes de ce type-là. On doit développer un programme, mais on est limité par le temps pour le faire. On doit développer des projets, mais on est limité dans les ressources financières pour le faire. Et on peut s'interroger aussi sur les doubles contraintes temporelles qui existent lorsqu'on travaille sur le biographique, sur le vécu, entre les temporalités requises pour pouvoir faire et mener à bien un processus de réflexivité critique, et puis les contraintes que j'ai évoquées précédemment, organisationnelles et institutionnelles, qui le rendent pas toujours facile à mener. Un autre exemple de contrainte temporelle, je l'emprunte naturellement à Gaston Pinault, qui a beaucoup influencé mon travail, je ne l'ai pas évoqué plus tôt, mais c'est évident, autour des temporalités de la formation. Gaston Pinault qui articule cette notion de schizochronie, du grec schizo, divisé, clivé, chronie, chronos, temps, qui renvoie à cette expérience de clivage, de fragmentation, de division, de compartimentalisation des temporalités de notre existence. L'exemple le plus flagrant, c'est souvent celui du clivage entre les temporalités du travail et les temporalités de la vie familiale, mais naturellement, il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait évoquer. Et donc, chez Pinault, le travail biographique, c'est un travail de mise en cohérence pour essayer de retrouver une certaine forme d'harmonie entre les différentes temporalités qui constituent notre existence, pour essayer de surmonter cette schizochronie qui autrement peut nous rendre fous. Je fais également référence, c'est le dernier point que j'évoquerai dans cette partie-là, à la notion d'aliénation temporelle, qui est une notion qu'on retrouve chez certains sociologues, qui est naturellement, qu'on retrouve à partir de la pensée marxienne, puisque Marx, en reprenant l'idée d'aliénation, la notion d'aliénation, et en la pensant naturellement en lien avec le travail, a évoqué déjà la question des temporalités du travail et du rapport au temps qui est imposé par le travail comme étant une forme potentielle d'aliénation. Ici, je l'entendrais de manière plus générale, l'aliénation temporelle renvoie à un sentiment de se sentir prisonnier de temporalité ou de rythmes qui nous sont imposés ou que l'on s'impose, autant sur le plan de notre activité que sur le plan symbolique dans la manière dont on se représente les temporalités de notre existence. Et des exemples malheureusement très répandus aujourd'hui d'aliénation temporelle ressortent notamment à travers l'épuisement professionnel, le burn-out, quand finalement les temporalités du travail prennent le dessus sur les rythmes biologiques et psychologiques, à un tel point qui amène l'organisme à un point de rupture. Mais également, on peut donner l'exemple des phénomènes d'addiction, alors que ce soit addiction à des substances, addiction à des comportements à risque ou à des comportements qui deviennent compulsifs, et où là, l'aliénation temporelle renvoie à un enfermement dans un certain moment de notre existence, qui par ailleurs serait un moment tout à fait, qui pourrait être un moment dans lequel on s'épanouit normalement. Si je prends l'exemple de l'alcool, en soi la consommation d'alcool ne représente pas une pathologie, et c'est lorsqu'on est enfermé dans un cycle, dans une rythmicité de comportement où on reproduit un pattern, en l'occurrence de consommation, où on devient aliéné, dépendant d'un cycle, d'une rythmicité qu'on n'a pas librement ou que l'on n'est plus en mesure de choisir librement. Donc, contrainte temporelle, aliénation temporelle, pour donner des exemples ici de la manière dont les temporalités de notre existence peuvent devenir source de souffrance, source de dépendance et dès lors objet d'un enjeu d'émancipation sur lequel on doit pouvoir être en mesure de réfléchir. Donc à travers l'exercice de pratiques de formation, de recherche même, on se rend compte qu'elles révèlent des enjeux du contexte temporel dans lequel on vit, qui peuvent être des enjeux d'aliénation. Donc mon postulat aujourd'hui, un des postulats qui fonde ma réflexion sur ces questions-là, c'est que
à l'heure actuelle, si on regarde l'histoire de la critique, des théories de la critique, depuis les premiers philosophes grecs jusqu'à aujourd'hui, on voit que les différentes formes de critique qui ont émergé dans l'histoire des idées ont évolué face à des problèmes sociaux ou des problèmes épistémiques qui ont évolué. Le postulat qu'on pourrait faire avec un certain nombre de sociologues aujourd'hui, c'est que le rapport au temps est devenu aujourd'hui un rapport conflictuel. Quelque part, ça a toujours été un rapport source de tension, mais il y a probablement des enjeux aujourd'hui de domination, d'exercice de pouvoir, d'hégémonie, qui se traduisent par la manière dont on fait l'expérience des temporalités de notre existence.